15 000 morts. C'est le bilan officiel de la canicule française d'août 2003, recensé par les instituts de santé du pays. 15 000 personnes, pour la plupart des anciens, qui ont suffoqué dans des chambres sans air pendant que la classe politique profitait de l'été sur la côte. Et pourtant, aucune tête n'est tombée au gouvernement. Aucune. Ce chiffre terrifiant, gardez-le en tête, parce qu'il explique tout ce qui se passe aujourd'hui. Il explique pourquoi une ministre peut se permettre de déclarer, en direct à la télévision, qu'elle est horrifiée par ceux qui veulent simplement mettre la climatisation chez eux. Il explique pourquoi cette déclaration n'est pas un accident, pas une maladresse, pas un dérapage, c'est un message. Et ce message mérite qu'on le décortique jusqu'à l'os. Voici ce que Monique Barbu a dit, mot pour mot, devant les caméras. Elle a dit qu'elle est horrifiée par les gens qui réclament de la climatisation partout. Elle a demandé si ça allait éviter les feux de forêt, si ça allait sauver les cultures, si ça allait empêcher la mort des animaux. Et elle a conclu que non, rien de tout cela. Que la climatisation n'est pas de l'adaptation au changement climatique, mais au mieux une mesure d'urgence. Voilà, c'est dit. Une ministre en exercice face aux caméras nationales qui juge la demande d'air frais comme une réponse illégitime, insuffisante, presque honteuse face à la crise climatique. Et cette déclaration n'est pas tombée dans le vide. Elle a atterri sur des millions de Français qui, cet été comme les précédents, ont senti la chaleur monter dans leurs appartements sans climatisation, dans leurs voitures, dans leurs bureaux, et qui se sont demandé, peut-être pour la première fois avec autant d'acuité, si quelqu'un là-haut se souciait vraiment de leur survie physique quotidienne. Revenons à 2003, parce que cette année-là a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont le pouvoir perçoit les crises thermiques. Au début du mois d'août 2003, pendant que les températures battaient des records historiques sur l'ensemble du territoire français, la presse minimisait la catastrophe. Les journaux parlaient de la nature, de la chaleur estivale, de la ferme, de l'été. La mortalité qui explosait chez les plus vulnérables était délibérément occultée. Les morgues débordaient. Les services hospitaliers étaient en état de faillite totale. Et la machine politique continuait de tourner comme si de rien n'était. 15 000 morts plus tard, les responsables politiques de l'époque ont traversé la crise sans en payer le prix. Aucune sanction électorale sévère, aucune démission fracassante, aucun procès retentissant. Cette impunité totale a constitué pour ceux qui gouvernent un enseignement d'une clarté brutale. On peut sacrifier les plus faibles sans en subir les conséquences politiques durables. Cette tragédie a fonctionné comme un laboratoire grandeur nature, et les leçons en ont été tirées. Aujourd'hui, avec le discours de la ministre, quelque chose a changé de nature. Elle ne minimise plus la souffrance thermique, elle la justifie idéologiquement. Elle ne dit plus que tout va bien, elle dit que vouloir aller mieux est un problème. C'est un glissement considérable. En qualifiant la climatisation de simple mesure d'urgence et non d'adaptation légitime, elle établit une hiérarchie implicite entre les besoins qui méritent d'être satisfaits et ceux qui doivent être sacrifiés au nom d'un bien supérieur. Et ce bien supérieur, c'est l'écologie, brandée non comme une solution collective, mais comme une contrainte individuelle imposée d'en haut. Le mépris de classe n'est plus dissimulé, il est assumé, justifié, enveloppé dans le vocabulaire du sacré climatique. Pour comprendre la mécanique profonde de ce type de pouvoir sur les ressources vitales, il faut remonter à 58 ans avant notre ère, dans la Rome antique. Cette année-là, le politicien Claudius a instauré la distribution gratuite de blé pour la plèbe romaine via le système dit de l'annona. Ce geste n'avait rien d'une générosité désintéressée. C'était un instrument de contrôle absolu. Celui qui tient la ressource vitale tient le peuple entier. Si le blé est distribué, le peuple mange et obéit. Si le blé est coupé, le peuple meurt ou se révolte, et dans les deux cas, il perd. Le prince qui contrôle la ressource n'a pas besoin de chaîne visible. La dépendance suffit. Ce principe, vieux de plus de 2000 ans, s'applique aujourd'hui avec une précision troublante à la ressource thermique. La température de votre salon est en train de devenir le nouveau blé romain. Et la ministre vient d'annoncer, sans le formuler explicitement mais avec une clarté suffisante pour qui écoute attentivement, que cette ressource n'est pas un droit, c'est une faveur, une mesure d'urgence, pas une adaptation, pas un besoin légitime. Une urgence, c'est-à-dire quelque chose de provisoire, de conditionnel, de révocable. Ce n'est pas sans rappeler une autre page de l'histoire, plus récente et plus documentée. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine a conduit ce qu'on a appelé l'opération Popeye. Un programme classifié de modification météorologique par ensemencement massif des nuages, conçu pour prolonger artificiellement les moussons et ainsi paralyser la logistique ennemie sur la piste Ho Chi Minh. Le slogan de cette opération, noir sur blanc dans les rapports déclassifiés du Sénat américain,
était le suivant: faire de la boue, pas la guerre. Des avions militaires déversaient des quantités massives d'iodure d'argent dans les nuages pour provoquer des pluies diluviennes et embourber les camions adverses. Ce n'est pas de la fiction, c'est de l'histoire documentée, archivée, consultable. La météo est devenue une arme de guerre opérationnelle dès les années 60. Les technologies ont évolué depuis lors de façon exponentielle. Ce fait historique établi mérite d'être gardé à l'esprit lorsqu'on observe des vagues de chaleur de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, de plus en plus précisément concentrées sur des périodes où les populations sont les plus vulnérables et les moins capables de se mobiliser. Un peuple qui suffoque à plus de 40 degrés à l'ombre ne manifeste pas. Un peuple qui lutte contre la chaleur depuis des semaines ne réfléchit plus avec la même acuité critique. La chaleur extrême est un outil de pacification sociale d'une efficacité redoutable, invisible, non attribuable, parfaitement niable. Pendant que les cerveaux cuisent, les lois passent. Pendant que les corps s'épuisent, les décisions se prennent dans des salles climatisées, loin des foules asphyxiées. Ce mécanisme n'est pas une théorie abstraite. C'est une réalité physiologique et politique que l'histoire illustre à chaque crise thermique majeure. Et pendant ce temps, que font ceux qui dictent les règles? Les statistiques du Forum de Davos en Suisse sont accablantes. En 2026, les vols en jet privé à destination et en provenance des aéroports suisses ont augmenté de 10%, avec des centaines de rotations supplémentaires pour acheminer les participants au grand sommet sur le climat. Un jet privé pollue près de 10 fois plus qu'un vol commercial par passager. Ce chiffre est documenté, vérifiable, et il constitue ce que le rapport de Greenpeace sur l'hypocrisie de Davos a qualifié de crachat au visage des populations qu'on somme de réduire leur empreinte carbone. Les grandes élites mondiales se réunissaient dans des palaces climatisés à la perfection, entourés de services de sécurité hors de prix, pour rédiger des recommandations d'austérité carbone destinées au reste de l'humanité. Elles voyageaient dans des cabines réfrigérées à bord d'appareils privés pendant que leur discours public exigeait du peuple qu'il renonce à son ventilateur. Cette dissonance n'est pas un oubli, c'est une architecture du pouvoir. Eux consomment sans limite. Vous devez justifier chaque degré de fraîcheur. Le mot qu'a utilisé la ministre mérite qu'on s'y arrête longuement. Elle a dit « urgence ». La climatisation n'est qu'une mesure d'urgence, pas de l'adaptation. Ce mot « urgence » est le mot-clé de toute suspension démocratique. L'état d'urgence suspend les libertés. L'urgence sanitaire a suspendu des droits fondamentaux pendant des mois. L'urgence climatique, si elle est correctement instrumentalisée, peut servir à conditionner l'accès à des ressources vitales, à des critères de comportement définis par le pouvoir. Les compteurs communicants, ces petits boîtiers connectés installés massivement dans les domiciles français sous des prétextes de modernisation énergétique, constituent l'infrastructure matérielle exacte qu'il faudrait pour mettre en œuvre un rationnement thermique à distance. Une simple mise à jour logicielle suffirait à brider la consommation d'un foyer jugé non conforme. Pas besoin de vote parlementaire, pas besoin de loi, juste un algorithme et un réseau déjà en place. L'histoire de l'humanité regorge d'exemples où la concentration du contrôle sur les ressources vitales a précédé la perte des libertés individuelles. Quand Néron regardait Rome brûler depuis son balcon, la légende dit qu'il jouait de la lyre. Aujourd'hui, le parallèle s'impose avec une force troublante. Nos dirigeants observent une société qui s'asphyxie de chaleur et ils jouent la partition de l'écologie moralisatrice, pointant du doigt le citoyen ordinaire qui veut simplement respirer, tout en protégeant jalousement leur propre confort et leurs propres privilèges. Ce qui se joue derrière le discours de la ministre, c'est une question de fond qui traverse chaque famille française, chaque été un peu plus chaud que le précédent. Vous avez peut-être vécu cet été une nuit où la chaleur était insupportable, où les enfants ne dormaient pas, où les personnes âgées de votre entourage étaient en danger. Vous avez peut-être regardé le thermomètre grimper et cherché une solution, n'importe laquelle. Et si à ce moment-là, on vous avait dit que vouloir de l'air frais était un problème moral, une faute écologique, une honte collective, comment auriez-vous réagi? C'est exactement la question que pose ce discours. Pas en théorie, en pratique, dans les corps, dans les maisons, dans les familles. La privatisation du confort thermique est en cours. Elle ne se fait pas par décret brutal, elle se fait par disqualification progressive du besoin. D'abord, on dit que la climatisation n'est pas de l'adaptation. Ensuite, on dit que c'est une mesure d'urgence conditionnelle. Puis, on crée les outils techniques pour en réguler l'accès à distance. Et enfin, on divise la population entre ceux qui respectent les normes et ceux qui les violent, en espérant que les premiers dénoncent les seconds. Ce mécanisme de division sociale, de délation encouragé par la peur, est l'un des plus anciens outils de contrôle des populations. Il n'a pas besoin d'être explicitement ordonné.
Il suffit de créer le climat moral dans lequel il devient naturel. Le bilan de 2003 est là, gravé dans les chiffres. 15 000 morts, un système de santé débordé, des morgues saturées, et une classe politique qui a traversé cette catastrophe sans en payer le prix. 20 ans plus tard, une ministre déclare en direct que vouloir éviter de souffrir de la chaleur n'est pas légitime. La trajectoire est visible. La question qui reste ouverte, celle à laquelle chacun doit répondre pour lui-même, c'est de savoir à quel moment le confort thermique cesse d'être un luxe et devient un droit. Et qui, finalement, devrait avoir le pouvoir de trancher cette question ?